Bonjour, chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer une série d'enregistrements et de cours audio qui vont porter sur la suite des axes du module langue et terminologie juridique. اللغات والمصطلحات القانونية. Je tiens donc à vous rappeler que ce module est dédié à renforcer, développer vos connaissances en termes juridiques, que ce soit en arabe, enfin bien sûr français et en arabe également, les concepts clés, les expressions juridiques qui sont les plus utilisées et qui portent donc sur ces trois axes qui sont le droit international, le qanoun al-dawli, le droit constitutionnel, le qanoun al-dusturi, et le droit administratif al-qanoun al-idari. Lors de ce cours, donc, on va aborder le droit constitutionnel, le qanoun al-dusturi, et bien sûr, vous en doutez, il s'agit d'une branche fondamentale du droit public. C'est le droit qui régit la structure de l'État, qui régit l'organisation de l'État, qui régit, bien sûr, évidemment, le régime politique, les, les attributions des pouvoirs, tout ce qui est lié à la séparation de pouvoirs, comment les pouvoirs interagissent, quelles sont leurs relations réciproques, alaqtum mutabadala, et également, de plus en plus, il s'agit d'un droit qui met l'accent sur les, euh, les droits et libertés des citoyens. Donc, tout ce qui concerne les droits et libertés des citoyens et leur protection, évidemment. Leur protection à travers la constitutionnalisation d'Astarat, la constitutionnalisation de ces droits et libertés, comme on retrouve dans la Constitution de 2011, une partie qui est dédiée donc à ces droits et libertés. Alors, évidemment, quand on parle de droit constitutionnel, il n'y a pas que la Constitution. Il n'y a pas que la Constitution. Bien sûr, la Constitution, c'est l'ensemble des règles, c'est la loi suprême, donc qui va régir tout ce qu'on vient de dire. Donc les domaines qui sont par nature constitutionnels, المواضيع طبيعة دستورية qui sont de nature constitutionnelle, que je répète encore une fois, il s'agit du régime politique, نظام سياسي, il s'agit également de la forme de l'État, شكل الدولة, qui bien sûr a un rapport avec l'organisation territoriale, تقسيم ترابي, donc tout ce qui concerne c'est les collectivités territoriales et bien sûr leurs compétences, leurs relations avec le pouvoir central, tout ça bien sûr est plus expliqué dans les lois organiques, mais la Constitution, on trouve dans la Constitution le noyau dur, le noyau dur de la forme de l'État et son organisation territoriale. Mais également des attributions, les compétences, des pouvoirs, leurs relations réciproques, tout ce qui a donc un rapport avec la nature de la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, la coopération entre les pouvoirs, donc séparation des pouvoirs face au solat, l'équilibre des pouvoirs, توازن السلطات, et coopération entre les pouvoirs, التعاون بين السلطات. Le droit constitutionnel, on peut dire qu'il est divisé en deux branches, en deux sous-branches, on va dire.
Donc j'ai dit, il n'y a pas que la Constitution, il y a également, mais avant tout, il y a l'État. Il y a l'État parce que c'est parce que l'État est né, l'État-nation moderne, Dawla al-Wataniya al-Haditha, est né et il est doté de pouvoir, il est doté de prérogatives et évidemment, il est doté de responsabilités envers les citoyens que le droit constitutionnel est né. C'est parce qu'il y a l'État. C'est parce qu'il y a l'État qui a donc son organisation, sa forme, ses pouvoirs, mais également ses fonctions, et que, bien sûr, la Constitution, elle est là pour donc mettre en forme toutes ces règles juridiques qui vont régir donc l'organisation et le fonctionnement de l'État. Alors, commençons donc par l'État. L'État, donc on a dit sous-branches, deux sous-branches, la théorie générale de l'État et la théorie générale de la Constitution. On va commencer par la théorie générale de l'État. Il va de soi que l'État est un phénomène social. L'État également est une entité juridique et politique. L'État également, c'est une étape historique. C'est un phénomène qui a un ancrage historique. Comme il dit, الدولة واقعة تاريخية. Donc il a un ancrage historique. Notamment quand on parle de l'État-nation moderne, Dawla al-Umma al-Haditha, qui donc qui a approximativement, on va dire, il a plus de 4 siècles, depuis la naissance de l'État moderne après la convention de Westphalie, Mu'ahadat Westphalia, 1648. Et donc, l'État, comme on le sait aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'État, comme on le sait aujourd'hui, bien sûr, l'État conforme d'organisation politique, شكل من أشكال التنظيم السياسي كما نعرفها حاليا, il est né en Europe, mais ce modèle, il a été il s'est élargi partout dans le monde. Et il a connu une évolution très importante lors des 3 derniers siècles. Alors, l'État, c'est un phénomène, comme je viens de le dire, un phénomène social, c'est une entité juridique et politique. Et c'est une entité juridique et politique, mais qui est très complexe, très spécifique, il est doté de la souveraineté. Donc ce concept de souveraineté, siyada, qui est fondamental là et qui donne toute... et c'est donc cette souveraineté qui va permettre à l'État de s'affirmer comme étant doté d'un pouvoir absolu, bien sûr, entre guillemets, dans la version originelle de la souveraineté, selon Jean Bodin, dans son livre Les 6 livres de la République, Al-Kutub Sita fil Jumhuriya, il considère que la souveraineté, donc, c'est le pouvoir suprême absolu, donc, qui va donc dicter la loi bien sûr, sur le territoire qui est soumis à cette souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté revêt certaines caractéristiques évidentes. Donc, tout d'abord, la souveraineté est un pouvoir originel. Donc, c'est un pouvoir qui n'est tiré de personne. C'est l'État qui se donne elle-même ce pouvoir, cette souveraineté. Également, la souveraineté, c'est un pouvoir qui est suprême, qui est général et qui a une compétence générale qui va régir plusieurs activités de l'État. Alors que les autres pouvoirs n'ont que des attributions spécifiques. Les autres pouvoirs n'ont que des attributions spécifiques. اختصاصات محددة. Alors que
la souveraineté, c'est un pouvoir général, donc اختصاص عام, hein. Euh, La souveraineté également implique, et ça selon le terme de Max Weber, احتكار العنف المشروع, le monopole de la violence légitime. Ce qui revient à dire que le pouvoir de l'État, c'est un pouvoir monopolistique, c'est un pouvoir qui monopolise donc la contrainte, la coercition, que ce soit la coercition matérielle, إكراه المادي, ou la coercition morale, hein, إكراه المعنوي, la coercition dans sa forme morale, notamment les lois, hein, qui sont une forme de coercition, bien sûr, les politiques publiques, une forme de coercition également. Alors que la coercition matérielle, les instruments, les outils de violence légitime, la police, l'armée, les prisons, etc. Donc, il s'agit mais également d'un pouvoir qui est institutionnalisé, hein, Sulta Setia. Donc, l'organisation de ce pouvoir, il est donc soumis à une institutionnalisation, mais c'est ça, un ensemble d'institutions donc qui chacune a un rôle bien défini. Comme dit Georges Burdeau, les hommes ont créé l'État pour ne pas obéir aux hommes. Donc, الناس اخترعوا الدولة لكي لا يطيعوا الناس. Il rajoute سبب وجود الدولة الأول هو أن تقدم للفكر تمثيلا لأسس السلطة التي تجيز إقامة التمييز بين الحكام والمحكومين على أساس لا يستند إلى علاقات القوة. Donc, voilà pour ce qui est des caractéristiques contemporaines, si j'ose dire, de la souveraineté. Il faut le dire aussi que la souveraineté, il a deux dimensions, une dimension interne et une dimension extérieure. La dimension interne, Siada ad-Dakhiliya, donc, qui implique que l'État est doté d'un pouvoir suprême sur toutes les personnes physiques et morales qui se trouvent sur son territoire. Et donc, il n'y a pas de volonté qui prime à sa propre volonté. لا إرادة تعلو على إرادة الدولة. Donc, la souveraineté intérieure implique que l'État ne pourrait jamais accepter une autorité qui la concurrence dans le monopole de la violence légitime, par exemple, sur le plan interne, à l'intérieur de ses frontières. Il y a également la souveraineté, la deuxième dimension, c'est la souveraineté externe, السيادة الخارجية, donc qui concerne les relations entre les États et qui donc implique que les États ont droit au respect de leurs prérogatives et bien sûr au respect du principe de la non-ingérence dans les affaires internes. عدم التدخل في الشؤون الداخلية. Et ça, c'est un principe qui est fondamental. On l'a vu dans le droit international, et donc qui, bien sûr, c'est lié au principe également de l'égalité souveraine des États, المساواة القانونية في السيادة, qui implique que légalement, il n'y a pas de souveraineté qui est supérieure à une autre souveraineté. Les souverainetés sont égales, les États souverains sont égaux, et donc tout État, il est
doté de ce pouvoir de dire à n'importe quel État, même le plus puissant monde, de ne pas s'ingérer dans ses affaires internes. Alors l'État est souverain, l'État est doté du monopole de la violence légitime, et l'État également, il a des éléments constitutifs arcanes. وعناصر الدولة. Les trois éléments constitutifs de l'État sont tout d'abord le peuple, la population. Enfin, il y a différents termes. On va voir les nuances entre ces termes. Shab, al-Umma, Souken, donc on va dire la nation, la nation, l'Umma. Tout État, il a une nation, c'est l'État-nation, bien sûr, parce que l'État, il vise toujours à avoir ce nationalisme d'État, donc à nourrir ce nationalisme d'État qui est capital pour donc la continuité de l'État et pour sa grandeur, et même pour l'essence même de l'État-nation moderne. Un État, une nation. Deuxième élément, le territoire, al-Iqlim. Le territoire qui inclut également le territoire terrestre, le territoire maritime et le territoire aérien. Donc, l'Iqlim al-Barri, l'Iqlim al-Bahri ou l'Iqlim al-Jawi. Et en troisième lieu, le troisième élément, c'est l'autorité politique. As-Sulta as-Siyasiya. Donc, ce sont là trois éléments constitutifs de l'État-nation moderne. Arkan al-Dawla. ثلاثة الأمة الإقليم والسلطة السياسية. On va commencer donc par le premier élément, l'Umma, la nation, et on va différencier du concept de peuple. Alors le peuple, il peut être une construction qui est pré-étatique. Donc, ça, il y a beaucoup de peuples, qui sont donc pré-étatiques, alors que l'État il vise notamment à construire une nation. L'État vise à construire une nation. Donc, et même si on parle... Donc, l'essentiel, donc, c'est pas l'existence d'un peuple, parce que les peuples ont toujours existé. Et ce qui est important, c'est la nation. C'est également la nation qui est exprimée dans sa quintessence, dans ses relations qui lient les individus, qui les lie dans leur passé, qui les lie dans leur futur, dans ce sentiment moral de lien aussi bien matériel que moral. Ces valeurs qui sont communes, également ce qui constitue ce qu'on appelle la mémoire collective, mais également quand une nation également se projette dans le futur. Une nation, il crée son projet de société. Une nation, il est doté d'une volonté, d'un désir de vivre en commun, et donc d'avoir un projet de société commun. Ce projet de société, donc, il est fondamental. C'est même ce projet qui aujourd'hui prime dans la définition de la nation par rapport à d'autres éléments. Mais on va voir qu'il y a là un débat, il y a eu un débat entre deux conceptions de la nation, la conception allemande qui, bien sûr, est apparu avec la création, enfin l'unification de l'Allemagne en 1871, avec la création de l'Empire allemand. C'est une conception qui fait référence donc aux éléments matériels, l'awamil maddiya, enfin les facteurs
matériels qui sont donc le résultat d'une évolution historique. Sont des éléments donc liés à la terre, liés au sang, liés à la conception ethnique, liée à la langue, liée à la religion, liée à la culture, liée également aux traditions et coutumes, qui exclut l'autre et une connotation qui a ouvert bien sûr la voie à des aventures malheureuses lors du XXe siècle, notamment avec la théorie raciste la théorie nazie. Alors, la conception allemande de la nation est une conception qui est pré-politique, donc ma qabl siyasiya, qui est donc qui repose sur des facteurs matériels et sur des caractéristiques, on va dire, objectifs, ou, enfin conçus, comme étant objectifs. Il s'agit de les liens de sang, les liens de langue, les liens de religion, et qui sont donc des liens qui précèdent l'État, qui sont antérieurs à l'État سابقين على وجود الدولة من الناحية التاريخية donc antérieur historiquement à l'État et donc l'État il est fondé sur le désir de ces individus de créer un État basé sur ces liens bien sûr matériels dans le cadre d'un territoire donné. C'est un concept, une conception organique de la nation basée sur le lien de sang, donc rabitat ad-dam, jus sanguinis. Et c'est une conception qui a montré ses limites, qui a montré son caractère dangereux, raciste, et qui a donc été à la base de la création de l'État nazi. Sous Hitler. Également, c'est une conception qui est dangereuse pour la démocratie, pour l'égalité entre citoyens, mais également pour la protection des minorités. Et c'est une conception dangereuse pour la diversité culturelle. Et aujourd'hui, il est dépassé, bien sûr. À l'opposé, toujours dans un cadre européocentriste, il faut le reconnaître, il y a la conception française de l'État-nation, c'est la conception d'Ernest Renan qui, bien sûr, met l'accent sur le futur, sur la volonté de vivre en commun. إرادة العيش المشتركة, et qui se base sur des facteurs non pas matériels cette fois, quoique, bien sûr, on a besoin d'un noyau de facteurs matériels qui font référence au passé, à l'histoire, c'est évident, mais c'est également une conception qui voit dans l'avenir et qui se base sur une conception morale de la naissance de l'État. On ne voit pas l'État comme étant, on voit pas la nation comme étant tout simplement un certain nombre de facteurs matériels, mais également la nation, c'est fondamentalement une volonté collective de vivre en commun. Comme cela a été bien sûr développé par Ernest Renan dans son discours Qu'est-ce que la nation en 1882, en réaction bien sûr à la conception allemande. Et bien sûr, il considère que la nation se développe à travers l'histoire commune, mais également à travers les espoirs communs, à travers cette volonté, cette solidarité entre les individus de la même nation pour développer un projet de société, pour vivre en commun, mais également pour se préparer à se sacrifier pour cette nation. Comme il dit, l'existence de la nation est un choix éternel, اختيار دائم.
est un référendum qui s'affirme tous les jours. وجود دولة اختيار دائم واستفتاء تأكيدي يتكرر يوميا. Et donc cette conception, il dépasse la représentation raciste, on va dire, est très étroite. Évidemment, تصور عرقي جامد. Donc, selon la conception française, c'est pas le lien de sang, mais c'est le lien de terre qui prime. حق الأرض جي soli. Et c'est le lien qui permet à toutes et à tous d'avoir donc la citoyenneté en vertu de leur existence sur ce territoire et non pas en vertu des liens de sang ou de leur appartenance ethnique, comme c'est le cas dans la conception allemande. Maintenant, le deuxième élément qui est le territoire. Alors si la nation, le premier élément, c'est un élément qui est aussi entre histoire et futur, entre lien matériel et volonté de vivre en commun. Le territoire, c'est un élément qui est antérieur à l'existence de l'État. C'est ce qui constitue en fait le cadre géographique sur lequel est fondé l'État. Et bien sûr, le territoire, il a une certaine nature juridique, mais également c'est un concept qui est profondément politique, un concept qui est aussi sociologique et donc en lien bien sûr avec la géographie. Le territoire, c'est un élément fondamental qui est nécessaire à la création de l'État, donc, et c'est sur le territoire que les individus, que le peuple s'établit d'une façon définitive et stable, et donc c'est à travers leur relation avec le territoire que se construit l'histoire commune. Et bien sûr, c'est à travers la Terre qui se projette dans l'avenir, qui se projette dans le projet de société. Et bien sûr, le territoire, c'est également est constitué de frontières qui sont réglées à travers des conventions internationales. Et donc, ça limite, en fait, quand on parle de souveraineté, que ce soit interne ou extérieure, il est limité par les frontières de l'État. Et ces frontières, bien sûr, le territoire, elle inclut le territoire terrestre, le territoire maritime, le territoire aérien. Le troisième élément constitutif de l'État, c'est l'autorité politique. Alors, on a tendance à voir l'autorité politique au niveau central comme étant les institutions, les centres de décision au sein de l'État qui se situent donc au centre. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on s'achemine vers un partage de compétences entre le pouvoir central et les collectivités territoriales, donc les entités décentralisées. Mais on est toujours que le pouvoir central, c'est l'élément fondamental de l'État, et donc constitué d'institutions de pouvoir, le pouvoir exécutif, Sulta Tanfidi, le pouvoir législatif, Sulta Tshriya, et le pouvoir judiciaire, Sulta Al-Qadaiya. Donc ce sont les centres du centre décisionnel du pouvoir, et l'autorité politique
Comme ça a été rappelé dans le cours de sciences politiques, l'autorité politique, c'est le pouvoir légitimé, donc qui a acquis une légitimité. Euh, Notamment, on a vu les formes de légitimité, et la forme moderne, c'est la légitimité légale ou rationnelle, المشروعية العقلانية والقانونية donc qui s'exprime à travers les institutions. Donc c'est le pouvoir aussi institutionnalisé. سلطة مؤسسة أو مؤسسة السلطة qui donc repose sur, comme je viens de le rappeler, sur le monopole de violence légitime, ou ce qu'on appelle également au Rio comme ihtikar, ikrah al-munaddam, le monopole de la coercition organisée, qui est nécessaire pour l'exercice du pouvoir au sein de l'État, et qui permet donc, de la coercition organisée, l'État pour, bien sûr, durer, pour avoir le consentement de la population. Il a besoin de légitimité. Donc, on ne va pas revenir sur le concept de légitimité qu'on a déjà étudié dans le module sciences politiques, مشروعية, et qui est donc aujourd'hui sa principale source, c'est la source légalo-rationnelle, c'est la conformité donc à la Constitution, qui elle-même est une expression du contrat social. Justement, le contrat social qu'on va étudier dans le prochain cours. Merci pour votre attention. Demain, donc, on aura le deuxième enregistrement audio, et donc va porter sur les théories fondatrices de l'État moderne, et on va voir bien sûr parmi ces théories, les théories du contrat social, notamment avec Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau. نظريات العقد الاجتماعي. Bonne soirée à toutes et à tous.